Bonjour, je suis Camille Weber, présidente de la maison de joaillerie Weber. J'ai la chance de recevoir tous les mois dans mon podcast Les Voix de l'Audace des personnalités qui osent, qui prennent des risques et qui tracent leur propre chemin. L'audace, c'est pas seulement réussir, c'est aussi douter, affronter des épreuves, se relever d'échecs et puis se réinventer. Alors, je vous propose à tous de découvrir les coulisses de l'audace. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans les Voix de l'Audace. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Cyril Chiche. Bonjour Cyril. Bonjour Camille. Alors Cyril, aujourd'hui, on va pas parler joaillerie, on va pas parler art. Ah bon ? Non, peut-être, mais je vais y aller, alors. remarque que tu as un magnifique pins Weber Ginkgo qui est absolument sublime. Tu as beaucoup de style C'est pour ça que j'étais venu pour parler joaillerie, puisque je suis passionné et je trouve que les bijoux de la maison Weber sont absolument splendides. Et c'est pas nouveau. 2 siècles de création extraordinaire au service de l'art et de la joaillerie. Et donc, je préférerais qu'on parle de ça. Mais si tu veux parler d'autre chose, allons-y. On va parler finance et l'art de réinventer la banque. Ça, c'est pas mal comme transition quand même. On parle d'art du paiement, l'art de réinventer la banque, du paiement et un peu la révolution financière. On va parler de Lydia, on va parler de Sumeria parce que Cyril, eh bien, c'est toi qui es à l'origine de Lydia. Tout le monde parle de Lydia aujourd'hui. Est-ce que tu m'as fait un Lydia ? Tu me fais un Lydia ? Donc, tu vas un peu nous raconter un peu tout ça. Comment ça t'est venu ? Comment est-ce qu'on devient un entrepreneur d'une petite start-up pour ensuite gérer une grande entreprise de 250 personnes ? Comment on gère les actionnaires, les levées de fonds ? Comment on gère la réglementation en banque ? En gros, tout ça, ça va être passionnant. Et est-ce que tu peux déjà un peu nous parler un tout petit peu de toi ? C'est-à-dire, comment est-ce que tu as eu cette idée de lancer Lydia et qui était en fait Cyril Chiche avant l'entrepreneur qui est là aujourd'hui devant nous tous? Alors, je crois que c'était le même Cyril Chiche, pour être tout à fait honnête. Je ne pense pas qu'il y a eu un autre où c'est pas dédoublé. Il faut qu'on demande à Sandrina qui est là aujourd'hui. Non, c'est pareil, d'accord, c'est pareil. Sandrina qui est l'épouse de Cyril. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça s'est construit en moi au fur et à mesure du temps. Et j'ai fait une école de commerce. J'ai eu la chance de voyager pas mal dans le début de ma carrière et aussi d'ailleurs à l'occasion de mes études. Ça m'a ouvert l'esprit. Surtout, ça m'a montré que la possibilité de transformer les choses était partout, tout le temps, et qu'il n'y avait pas ni de secteur, ni de géographie qui ne pouvait pas être vraiment transformé en profondeur par les évolutions technologiques. J'ai commencé à travailler tout à fait par hasard dans une petite société informatique où j'étais un des premiers employés. Puis après, ça s'est développé. Puis le fondateur de cette société en a recréé une autre et je suis allé avec lui. Et au bout de 15 ans, dans le secteur des infrastructures pour data center, alors pour ceux qui sont plus passionnés par la joaillerie, je vous dis, c'est pas très intéressant. C'est important, mais c'est pas très intéressant. J'avais fait un peu le tour du sujet. J'avais fait un peu le tour du sujet aussi parce que au fond de moi, il y avait cette envie de faire quelque chose, peut-être aussi par ma formation marketing commercial, où on avait la réponse tout de suite pour savoir si on s'était trompé ou non en matière de produits. Or, dans les grandes infrastructures de data center informatique, c'est des grands appels d'offres et ça dure 18 mois, 24 mois avant d'avoir la réponse. Donc si on s'est trompé, on s'est trompé pendant 24 mois et on ne le sait pas. Et j'avais envie de faire quelque chose où je savais si je m'étais trompé tôt. Peut-être le goût de savoir si je m'étais trompé ou juste peut-être pour savoir si on avait réussi, quoi. Et ça, c'est très excitant, mais je ne savais pas par où m'y prendre, comment m'y prendre, quoi faire. Vraiment, j'avais aucune idée. Mais je savais que je voulais faire quelque chose dans ce qu'on appelle le B2C. J'ai été sauvé par l'iPhone. Vraiment. J'ai eu la chance d'avoir un iPhone dès qu'il est sorti. Il y avait un pote qui était à New York et qui me l'a ramené. Et donc, tout de suite, je me suis rendu compte de la transformation qu'allait générer cette nouvelle interface. Non pas parce qu'elle était une nouvelle interface jolie, à la mode, hype d'Apple, mais aussi parce qu'elle était l'incarnation de ce qu'allait être cette nouvelle révolution technologique qui était l'Internet mobile. Donc, la possibilité de faire tout le temps, de n'importe où. Et donc, pour ça, il allait falloir redéfinir tous les services pour cette nouvelle interface, pour ces nouvelles possibilités. Mais, en fait, il a fallu attendre l'arrivée de l'App Store, à la 2e génération d'iPhone,
pour que ça se matérialise dans ma tête et je me dis, OK, ça y est, c'est mon moment. Maintenant, je peux le faire. Et ça, c'était quand ? C'était en 2010. Et donc, en fait, toi, tu fais vraiment partie de ces typologies d'entrepreneurs qui se disent « j'ai envie de monter une boîte, j'essaie de répondre à un besoin qui n'existe pas aujourd'hui ». Mais au début, tu n'avais pas forcément d'idée préconçue sur ce que tu allais lancer. Non, ça aurait pu être une app pour faire de la nourriture pour les animaux ou à savoir quoi. En tout cas, ça allait être une app. Et c'est toujours pareil, il faut que des choses viennent à ta rencontre pour que ton idée ou ta volonté se matérialise. Et moi, ce qui est venu à ma rencontre, c'est le Kenya, c'est M-Pesa. Au Kenya, à la fin des années 2000, le patron de l'opérateur mobile local dominant, qui s'appelle Safaricom, et le Kenya n'est pas bancarisé, très peu bancarisé pour les particuliers, et donc pour pouvoir téléphoner, on achète en cash des minutes de téléphone. Et les minutes de téléphone sont des unités informatiques, évidemment, et on peut les envoyer à d'autres personnes, puisque on peut aussi en acheter pour la famille, quoi. Et ça, on le fait au bord de la route, sur des milliers et des milliers et des milliers de petits commerçants qui sont affiliés à Safaricom. Et le patron de Safaricom se dit, mais si on peut faire des minutes de téléphone, alors on peut faire des unités d'argent. Et si on peut se les échanger, en fait, on a un système d'échange d'argent pour des gens qui ne sont pas bancarisés. C'est extraordinaire. Et en quelques années, ça a transformé profondément la vie du Kenya, puis ça s'est répandu dans d'autres pays d'Afrique, puis en Asie du Sud-Est, puis d'autres l'ont repris, ce qu'on appelle maintenant le mobile money. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des adultes kenyans utilisent M-Pesa, et plus de 30% du PIB du Kenya transite sur les serveurs d'M-Pesa tous les ans. Donc c'est spectaculaire, ça fait disparaître des sujets, réduire de manière significative des sujets d'insécurité dans la rue, parce que avant, quand on touchait son salaire en cash, quand on rentrait le soir chez soi, c'était un peu dangereux. Mais comme on a connu ça ici aussi, un peu plus tôt dans l'histoire. Mais voilà. Et donc, là, pour moi, c'était une évidence que si on pouvait le faire sans smartphone et sans être bancarisé, alors pour des gens comme nous qui bénéficions et de la technologie et des infrastructures, alors on allait pouvoir faire des choses extraordinaires. Et surtout, quand on regardait, on nous disait depuis 10 ans qu'on allait enfin payer avec notre mobile l'an prochain. Même Gartner, les grands analystes disaient ça, mais sauf que ça faisait 10 ans que c'était l'an prochain, quoi. Et quand quelque chose paraît une évidence, qu'en plus ça a été prouvé dans une autre configuration, et que pour finir, la technologie le permet enfin, alors c'est le moment d'y aller. La question, c'est comment et avec qui, et là aussi, il faut beaucoup de chance. Et donc justement, alors moi, ce que je trouve super intéressant, et on va en parler tout au long, c'est que tu penses toujours besoin utilisateur. Toujours. Par rapport aux autres banques classiques, etc. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. On appelle ça persona, en fait. C'est ce que tu dis, c'est ton persona qui est ton client. Ce que tu dis là, c'est vraiment très intéressant. Un grand banquier français m'a dit un jour, la raison pour laquelle vous avez réussi Lydia, et nous, on a fait la même chose avec plein de produits qui n'ont pas fonctionné, vous avez fait exactement la même chose que nous. Et donc, c'était difficile pour moi de comprendre au début ce qu'il voulait me dire. Pas parce qu'il était banquier, mais parce qu'on a fait la même chose, hein, ça a marché, l'autre, ça n'a pas marché. Et en fait, il m'a dit, voilà, quand on a un projet, qu'on veut le faire, on va demander aux gens qui ont l'expertise du sujet de faire les travaux préparatoires et éventuellement de développer le dit projet. Et chez nous, dans les sujets de paiement, les gens qui ont l'expertise sont les monéticiens. Et donc, on va voir les monéticiens et on leur dit, voilà, on veut faire ça, un système de plateforme entre particuliers basé sur un 06. Et ces gens-là, ce qu'ils vont faire, parce qu'ils sont des experts, mais aussi parce qu'ils ont cette expérience et cette infrastructure qui existe déjà, c'est qu'ils vont essayer d'adapter l'infrastructure qui existe, qui préexiste à ce nouveau projet. Et donc, forcément, ça va mettre des limitations, forcément, ça va réutiliser l'ancienne technologie, forcément, ça va partir de quelque chose qui n'est pas une feuille blanche. Et pour réinventer une feuille blanche, parfois, c'est un petit peu mieux. Et vous avez fait la même chose. Sauf que vous n'aviez aucune expertise, ni bancaire, ni monétique. Et donc, la seule expertise que vous aviez, c'était d'être client. Et donc, vous vous êtes concentré sur votre expertise, qui était l'expérience client. Et vous avez tiré la pelote à partir de là. Et c'est ça qu'on continue de faire. Exactement, c'est pour ça que ça cartonne. Alors, tout à l'heure, tu disais, donc tu as ton idée et tu dis, mais après, il faut être bien entouré. Donc, en effet, toi, tu es visionnaire, tu es commercial, tu es marketing, mais tu n'es pas, entre guillemets, ce qu'on appelle un techos. Hein, donc
Assez loin. Voilà. Donc, en fait, il t'a fallu trouver justement la personne capable de gérer tous les sujets techniques, de développer l'appli, et puis les interfaces qui sont, j'imagine, hyper compliquées. Comment t'as fait ? T'avais l'idée, tu t'es dit, il faut que je trouve le mec maintenant. Non, ouais, là, c'était vraiment... quand on dit qu'il faut de la chance pour réussir, on est au-delà de la chance. C'est un concours de folle naïveté et de chance. Parce qu'une fois qu'on a dit, OK, on va faire un système de paiement avec son téléphone, c'est quel système de paiement ? Pour faire quoi ? Pour payer qui ? Comment ? On a fait que la partie la plus facile. Et on en a parlé tout à l'heure, avant de commencer ce podcast, mais l'idée, honnêtement, ça vaut 0. Une bonne idée, ça vaut 0. Pourquoi ? Des millions de personnes ont eu la même bonne idée au même moment. L'idée, c'est souvent le résultat d'un ensemble de paramètres qui sont existants et que tout le monde perçoit ou comprend. Et donc, là-dedans, il y a bien un bon 10% qui vont avoir la même idée. La réalité, c'est que la seule chose qui compte, c'est l'exécution forcenée, déterminée, permanente, et dans la durée. Et donc, là, je ne sais pas par quel bout je vais prendre ce truc de paiement, et donc je parle à mes amis, comme tout le monde, ses amis les plus proches. J'imagine que tu as fait pareil quand tu as commencé à penser à relancer Vever. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui travaille dans la finance, qui est aujourd'hui le président de notre comité de surveillance, et qui est à San Diego en vacances, et qui voit dans un bar à côté de la fac de San Diego, l'université de San Diego, un jeune qui a développé un système de paiement par QR code pour le bar, dans lequel des discounts pour les étudiants et tout. Et donc, évidemment, c'est très adopté dans les 4 bars autour de l'université de San Diego. Bon, et là, il me dit, mais tu sais, c'est extraordinaire, ça s'appelle Booze Bucks. Donc déjà, le nom, ça veut dire de la thune pour picoler, quoi. Voilà, ça a le mérite de ne pas être ambigu. Et c'est bien les jeunes, c'est bien les bars. Et donc, je commence à réfléchir, je me dis, c'est vrai, les bars, c'est bien, parce qu'il y a un côté ludique un peu sympa, les jeunes, c'est bien, parce qu'évidemment, ils font plus de choses avec leur téléphone que les moins jeunes. Et puis, il va falloir leur demander quand même leur numéro de carte et tout, et pour qu'ils nous les donnent, c'est peut-être mieux des jeunes, quoi. Et là, je dis, oui, ok, c'est une bonne idée, on va essayer de faire un truc pour les bars. Et je me mets en tête de trouver quelqu'un qui soit à la fois bon en tech et bon en bar. Et là, c'est là la folle naïveté. Tu te dis, quand même, tu peux quand même découper les problèmes, quoi. T'es pas obligé de trouver le mec qui sait faire les deux. Ça m'a pris 2-3 jours à arriver à cette conclusion qui était assez naturelle, mais... Et donc là, j'ai dit, OK, je vais commencer par les bars, et je vais regarder les sites de bars. Et j'en trouve un qui est hyper sympa. Des amis de l'apéro, hyper bien fait, une communauté très vivante, des gens qui commentent, et je me dis, faire un partenariat avec eux pour les bars, sachant que j'avais rien pour faire un partenariat avec qui que ce soit, parce que j'avais rien tout court. Mais bon, ça risquait pas grand-chose de leur écrire un petit mail. J'ai envoyé un petit mail, salut les gars, est-ce qu'on pourrait se parler, Évidemment, ils m'ont donné rendez-vous pour l'apéro. Eh ouais. Je savais pas que tu avais commencé par ça. Les amis de l'apéro, ça allait faire un apéro. Et là, donc, dans un bar rue de Charonne, et là se pointe un jeune homme de 24 ans, Antoine Porte. On a rendez-vous, et donc je lui dis... T'avais quel âge à l'époque ? 38. Et je lui dis, vous travaillez pour les amis de l'apéro ? Parce que je le vous vois. Et lui me dit, personne ne travaille pour les amis de l'apéro. C'est un truc que j'ai fait quand j'étais étudiant sur le Teco. Et en vrai, je suis directeur technique chez My Little Paris. Et le voilà, le mec qui s'y connaît en tech et en bar. Finalement, il existait. Il fallait T'as trouvé l'extraterrestre. J'ai trouvé l'extraterrestre. Et pour le coup, c'est vraiment un extraterrestre. C'est un personnage extraordinaire. Quelqu'un qui est vraiment très, très, très brillant sur les sujets tech, sur les sujets produits, sur tout un tas de choses. Mais c'est vraiment une intelligence comme on en croise très, très, très rarement. Et pendant 6 mois, on a travaillé à savoir si ce à quoi on pensait était faisable. Alors, la première soirée a duré assez tard. Mais juste, Cyril, là, typiquement, donc lui, il bosse toujours quand même chez My Little Paris. Il fait ça le soir ou il fait ça le week-end. Ouais, c'est ça. Et puis, toi, t'as démissionné. Moi, j'ai arrêté. On se donne rendez-vous 3 fois par semaine au fumoir pour travailler chacun de son côté sur des sujets qu'on s'est attribués, et aussi pour tester notre compatibilité, parce qu'à la fin, bien sûr, il faut dire les choses comme elles sont. Le projet, on va le faire tous les deux, mais on va le faire aussi avec nos conjointes respectives, nos enfants. Pour moi et pour lui, ça arrive dès qu'on commence. Mais parce que c'est des projets de vie, c'est des projets de famille, c'est des sacrifices tous les jours, enfin pendant longtemps, encore aujourd'hui. Et on va passer plus de temps éveillés ensemble que ce qu'on va passer avec notre famille. Et ça fait 14 ans que ça dure. Alors, il valait mieux qu'on soit un bon couple. Bien sûr. Voilà.
Donc, on a fait ça pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on s'est dit, feu. Et alors, ce qui est dingue, c'est que vous vous associez à 50-50. Ouais, parce qu'il faut pas le faire. Non, mais c'est génial. Non, parce que c'est vrai. Les gens nous ont dit de ne pas le faire de nombreuses fois. Il ne faut pas s'associer 50-50, parce que si jamais on n'est pas d'accord, tout est bloqué, et donc on finit par faire sauter la boîte. Ouais. Et nous, on croyait qu'on était plus intelligents que les autres. Et vous l'avez démontré. Parce qu'on avait, pendant 6 mois, on s'était posé tout un tas de questions bien dégueulasses pour savoir si on était vraiment en phase. Comme par exemple, OK, on va pas se payer pendant un certain temps, combien de temps tu peux tenir ? Pourquoi ? S'il y en a un qui peut tenir 3 semaines, l'autre qui peut tenir 5 ans, au bout d'un mois, on a un problème. Voilà, inévitablement. Si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Et on avait réglé toutes ces choses-là. Vous avez réglé tout ça dans le pacte d'actionnaires, c'est ça ? Non, on l'a réglé dans un pacte moral. Et donc, vous avez travaillé pendant 6 mois comme ça, vous êtes posé toutes les questions, pas de sujet tabou, et vous avez dit, c'est bon, on est prêt à le faire. Exactement. Et avec les worst case... les questions se sont posées plein de fois. Pas on se déteste, parce qu'on savait qu'on n'allait pas se détester, mais sont posées plein de fois, et on avait déjà la réponse, et du coup, ça nous a évité de faire exploser la boîte pour ça. Mais ça, je trouve ça hyper intelligent et hyper smart, parce que souvent, c'est vrai que quand tu t'associes, c'est comme quand tu te maries. Toujours compliqué de penser aux conséquences d'un divorce. Donc, je peux en parler. mais c'est vrai qu'on se dit pas forcément, on n'a pas forcément envie de penser aux options ou aux scénarios qui se passent pas bien. Et en fait, c'est hyper important de le prévoir dès le départ. En vrai, et c'est sécurisant d'ailleurs. C'est le rôle des entrepreneurs. Ouais. C'est aussi le rôle de n'importe quel manager. Ouais. La première chose que tu dois faire quand tu penses à faire quelque chose, c'est qu'est-ce qui peut ne pas marcher. Ouais. Pourquoi ? Parce que si tu penses à qu'est-ce qui peut ne pas marcher, avec un peu de chance, tu vas travailler pour éviter que ça se produise, et si ça se produit, pour au maximum minimiser les effets, et pour avoir un maximum d'apprentissage, même si in fine c'est abandonné. Donc si tu fais pas ça, en vrai c'est une faute professionnelle. Je suis d'accord. Non, c'est clair. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc en fait, vous décidez de travailler ensemble, vous vous associez, et là, donc votre première idée, c'est quoi exactement ? C'est le truc pour payer dans les bars. Voilà. Ça s'appelle Drink on Me. Ça vient d'une chanson de AC/DC dans l'album Back in Black, Have a Drink on Me. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite à l'écouter quand même. C'est un super album. En vrai, AC/DC, il y a quand même des sacrés morceaux. Et donc, on fait ça comme un test. On sait que ça va être un lab. On va jamais faire un système de paiement juste pour les bars. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu fais un système de paiement, tu fais un système de paiement ouvert. C'est déjà assez compliqué. Tu vas pas le faire que pour les bars. Et donc, on fait ça et on va le tester en grandeur réelle pendant 6 mois. Donc, on va organiser des marathons, pirater des apéros entrepreneurs de la French Tech qui commençaient à s'organiser à peine. On va faire des trucs un peu bizarres. On va torturer des patrons de bars pour qu'ils veuillent bien nous laisser faire des choses comme ça. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des gens payer avec leur téléphone. Et on va regarder ce qui ne fonctionne pas, on va regarder ce qui fonctionne. Et tous les soirs, on regarde dans les bars, enfin pas tous les soirs, heureusement, mais c'était bien 3 fois par semaine quand même. Et le lendemain, on retourne au bureau et on change tout, en fonction des apprentissages qu'on a eus. Et je pense que les gens qui regardaient notre app à cette époque-là, au-delà du fait que c'était une secte de gens qui voulaient faire le tour des bars avec nous, il y avait une constante dans cette histoire de bar quand même, je l'accorde. Eh bien, c'est des gens qui, à chaque fois qu'ils ouvraient l'app, elle était différente, radicalement différente, mais c'était fou. Enfin, personne ne fait ça. C'est une rupture d'expérience permanente. Mais nous, on s'en foutait, on voulait faire un lab, donc on voulait apprendre. Et donc, on a testé. Et puis, au bout de 6 mois, on a compris qu'on avait appris ce qu'on avait à apprendre. Pendant ce temps-là, on avait travaillé sur les sujets aussi réglementaires, les sujets de partenariat technique avec des opérateurs dont on avait besoin pour construire quelque chose de plus large. Et puis, on a donc travaillé à préparer le lancement de Lydia. Tout ça nous a pris 2 ans. Hein. On a commencé en septembre 2011, on a lancé Lydia en juillet 2013. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, ce que j'avais lu également, c'est qu'en effet, au début, tu avais voulu faire ce système de paiement que tu as voulu aussi généraliser auprès des taxis, auprès des médecins, où en effet, le taxi, il faut payer par chèque, c'est compliqué, trouver des espèces, il fait chier pour pas prendre la carte, c'est compliqué. Donc, tu t'étais dit, tiens, il y a quand même un besoin certainement utilisateur vis-à-vis des taxis, mais les mecs n'étaient pas du tout intéressés. Et en fait, tu t'es rendu compte que vous étiez
trop en avance, entre guillemets, à l'époque, parce que les personnes n'utilisaient pas encore le téléphone comme moyen de paiement. Non, ça, c'est la belle histoire. Ah, Non, ça, c'est la belle histoire. La réalité de l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas de payeur. Et donc, quand tu es un encaisseur, y compris chauffeur de taxi, s'il n'y a pas de payeur, il n'y a pas de payeur, quoi. Tu ne vas pas t'emmerder à avoir un système d'acceptation de paiement où il n'y a pas de payeur. Et donc, ce qu'on n'avait pas compris, parce qu'on avait quand même vraiment, encore une fois, beaucoup de fraîcheur et de naïveté à l'époque, c'est que le business des paiements est un business très difficile. C'est un business qu'on appelle double face, où il faut à la fois grossir les payeurs et les encaisseurs en même temps, parce que sinon, il n'y a pas de dynamique. Ça ne fonctionne pas. Problème d'œuf et de poule. Et on a fini par résoudre ce problème, là aussi, sur un malentendu. On avait embauché un développeur mobile qui sortait de l'école. Et pour cause, il n'y avait pas de développeur mobile puisqu'il n'y avait pas d'app. Donc les seuls qui existaient, c'est ceux qui sortaient de l'école tout frais et qui étaient encore un peu profs sur le côté à l'école et qui nous a dit, après ces quelques échecs pendant les premiers mois là, de lancement de Lydia, qui nous a dit, on a fait aussi dans cette app un système pour qu'une fois qu'on a payé le taxi, on peut se le partager, donc un paiement entre particuliers. Allons voir si ça ne peut pas intéresser les étudiants à qui je donne des cours à l'Epitech. On est allé, évidemment, ils étaient excités parce que ils se sont dit, oh là, on est toujours en train de se rembourser, on n'a jamais d'argent, il n'y a pas la monnaie. Ils ont eu tout de suite l'intérêt. Et le fait de donne-moi ton IBAN, donne-moi ton numéro de carte, ça leur posait aucun problème. Mais dans le lot, on a eu la chance d'avoir un qui a levé la main, qui a dit, moi, je suis le trésorier du BDE de l'école. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour encaisser les places de soirée? Parce qu'il y a 3 semaines, on a fait une soirée et on s'est fait braquer la recette en sortant de la boîte de nuit. Et donc, il y en a marre du cash et des chèques. Et on avait trouvé notre œuf et notre poule qui étaient la même personne. Ce qui est assez rare. On a rendu simple face un business double face. Ensuite, c'est comment tu fais accepter ce système-là? Parce que, OK, lui, ça lui rend service. Et donc là, il a fallu jouer un peu d'une technique de persuasion originale. On a dit, on va te faire le meilleur système du monde, rajoute à ça des bières et des pizzas pour toi et toute ton équipe du BDE à une seule condition. Ils peuvent payer que comme ça. Exact. Et en 3 soirées, on avait couvert 100% du campus. Pas parce qu'ils voulaient payer avec leur téléphone, juste ils voulaient aller à la soirée. Et là, c'est le début de la magie. Et là, c'est le début des campus tours. Le début de la magie, parce qu'en effet, ton client, entre guillemets, B2B, dedans, tu as plein de clients B2C, en fait. Oui, et puis le client B2B est aussi un B2C. Le payeur B2B, et l'encaisseur, B2C. c'est extraordinaire. Et alors, quand est-ce que tu te rends compte que Lydia, c'est un phénomène? Quand est-ce que tu rends compte que Lydia est un terme générique? Fin 2015, à l'Université de Paris-Dauphine, où on m'invite à parler dans un cours. Excellente université, je tiens à le dire. Je recommande à tous ceux qui souhaitent faire des études dans ce domaine d'exception. Et là, je suis invité à parler dans ce cours, donc je rentre dans le hall de l'université et j'entends 2 étudiants qui viennent vers moi et un qui dit à l'autre « Non mais paye, je te fais un Lydia ». Moi, j'ai cru que j'avais mal entendu, du coup, je l'ai arrêté, j'ai demandé de répéter. Et il a cru que j'étais un prof, évidemment. Question de génération, sans doute. Chose une autre, quoi. Et donc, il finit par me répéter ça, et je lui demande, mais tu as dit un Lydia? Et lui me dit, tout le monde dit un Lydia. Et moi, contrairement à lui, je sais combien c'est tout le monde. C'est 50 000 personnes, parce qu'on n'a pas plus d'utilisateurs que ça au bout de 2 ans et demi de lancement, malgré la percée dans les campus. Et donc là, je comprends en fait qu'il s'est passé quelque chose de magique. Je comprends qu'on a gagné. Pas qu'on a gagné au niveau financier, pas qu'on a gagné au niveau base d'utilisateurs, mais qu'on a gagné quelque chose qui est en fait inestimable. On a, sans faire exprès, trouvé un besoin qui était inexprimé et auquel on a répondu de manière tellement parfaite qu'il n'y avait pas d'autres mots qui pouvaient être utilisés que la marque pour dire « j'envoie de l'argent à un 06 ». Et donc ça, tu sais que ça va te faire gagner des centaines de millions en marketing. En fait, quand tu as la pression sociale, quand ça devient un nom commun, en fait, tu n'as plus besoin de faire des affiches et de la pub. C'est magique. En fait, ça, c'est le rêve de n'importe quelle personne qui fait du B2C sur la planète. Ça s'appelle l'effet de réseau. Et chaque jour où il y a un client de plus, ta plateforme a plus de valeur. Donc, plus il y a de gens qui payent sur... C'est comme les réseaux sociaux. C'est pour ça que... Donc, l'effet de réseau, c'est ça. Quand il y a 10 personnes sur Facebook, ça vaut 0. Quand il y a 10 personnes autour de toi sur Facebook, ça commence à t'intéresser. Quand la moitié des gens autour de toi sont dessus, tu peux plus ne pas y aller. Et ça, c'est ce qu'a fait Lydia, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 8 millions de Français. Ouais. Mais surtout, 50% de la génération qui a entre 18 et 35 ans. C'est impressionnant. 50%, 1 sur 2, c'est fou. Et ça continue de grossir de 100 000 nouveaux utilisateurs par mois. C'est une machine extraordinaire, sans marketing, 0.
Et donc, On n'avait même pas d'équipe marketing. En 2015, donc tu as ce choc et tu dis on tient un énorme truc. Ouais. Et en parallèle, vous avez levé beaucoup d'argent parce que je crois que c'est 235 millions d'euros à peu près. Oui, pas en 2015. Hein. Mais justement, c'est ça ma question. Les différentes étapes de levée de fonds, parce qu'il faut quand même pouvoir financer et développer tout ça. Alors oui, on a commencé à une époque où il n'y avait pas des grosses levées de fonds en France, ça n'exixait pas. La French Tech était vraiment au tout début. C'était la première licorne française, hein, non, on était la 21e, donc il faut être quand même modeste. Mais on fait partie de ces licornes françaises, effectivement. Mais on a construit ça de manière extrêmement frugale. Et encore aujourd'hui, on est obsédé par la frugalité. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, on l'a fait avec notre argent. Et c'était pas non plus qu'on était à la tête de centaines de millions, qu'on allait se faire une petite danseuse sur le côté. Pas du tout. Encore moins quand on sort de l'école. Et du coup, on a toujours privilégié les optimisations, les automatisations, les process, on rajoute du people. Logiquement. Et donc aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là. Malgré les 235 millions levés, on a 250 personnes. Et on gère 8 millions de clients sur Lydia, 2 millions sur Sumeria. C'est vraiment une obsession de qu'est-ce qu'on peut utiliser de mieux dans la technologie, qu'est-ce qu'on peut organiser de mieux en termes de process, qu'est-ce qu'on peut utiliser de mieux en termes de base de connaissances, pour que finalement, à la fois, les produits qu'on livre à nos clients soient exceptionnels par leur expérience et par ce qu'ils apportent en termes de valeur, mais aussi la manière dont on le fait, nous, et optimiser au maximum. Pourquoi ? On sait très bien que les entreprises qui sont ce qu'on appelle des entreprises générationnelles ou des catégories definers, celles qui renversent un marché, sont des entreprises qui gagnent par l'originalité de ce qu'elles proposent, mais surtout, parce qu'elles sont capables de le faire avec un coût d'exécution qui est 10 fois moindre que ceux qui sont déjà là. Et ceux qui sont déjà là, ils ont des bonnes marges, ils sont gras, c'est vrai dans l'industrie bancaire évidemment, mais du coup, ils se sont engraissés et donc ils ne savent pas faire à moins de 80% de ce qu'ils gagnent. Or, 80% de ce qu'ils gagnent, c'est énorme. Et le nouvel arrivant arrive, il propose quelque chose de nouveau, moins cher, mais lui, ça lui coûte 10 fois moins de le faire. Et donc, forcément, c'est là que ça craque. On l'a vu évidemment avec des modèles comme Amazon, mais et tant d'autres. Airbnb, Uber, j'en passe des meilleurs. C'est ça, la disruption technologique, c'est précisément à la fois sur l'offre, mais aussi sur la manière de le faire. Et nous, on est obsédés par ça parce qu'on a commencé sans argent. Et donc, quand on commence à avoir la première levée de fonds... Ta première levée, c'est quand ? C'est en 2015 ? Un peu de Friends and Family fin 2013, puis en 2014, juillet 2014, le premier tour. C'est une grosse levée, là, en 2014 ? Ouais, c'est 3 millions aujourd'hui, ça fait rire. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a des pré-sites de 8 millions, 9 millions, 10 millions. Grosse levée, c'est quand alors ? C'est vraiment 2020, où on a commencé vraiment à accélérer parce qu'on avait déjà toute l'attraction. Et aussi, on a eu toute la... Non, il n'y a pas Sumeria encore, mais il y a eu toute la French Tech, toute la Startup Nation, toute cette dynamique-là extraordinaire qui a été, il faut le dire, beaucoup mise en place par la volonté des pouvoirs publics et qui a permis à l'écosystème tech français d'être visible sur le radar mondial des investisseurs. Il n'y avait pas d'argent des investisseurs internationaux pour les petites boîtes françaises, jusqu'en 2018, vraiment. Donc, par exemple, quand tu as fait ta grosse levée en 2020, c'est beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont rentrés ? Exclusivement. Ah, d'accord. Exclusivement. Okay. On a eu Accel, qui est un fonds américain, qui est un des fonds iconiques de la Silicon Valley. On a Tencent, qui est le géant chinois qui possède notamment WeChat et WeChat Pay. C'est les numéros 1 mondiaux du paiement mobile, pour le coup, 1 milliard de clients. Donc, il faut apprendre des meilleurs quand on veut faire des choses. Mais aussi un fonds spécialisé dans la fintech anglais qui s'appelle EdoSophia. Et donc, c'est vraiment ces gens-là qui ont amené ces gros capitaux chez nous, mais aussi dans toutes les fameuses licornes françaises. En 2024, donc il y a peu de temps, tu lances Sumeria, la banque. Pourquoi est-ce que pourquoi tu décides de te lancer en fait dans la néobanque ? Alors... Et avant, le business model de Lydia, en fait, comment est-ce que tu te rémunères sur Alors, le business model de Lydia était une catastrophe, puisque pendant des années, on n'en avait pas. C'était d'ailleurs une prouesse que d'avoir levé de l'argent avec un business model qui n'existait pas. C'était presque de la magie, c'était les belles années, on va dire. Mais en revanche, il y avait une chose qui était folle, c'est qu'on avait cette acquisition de clients qui nous faisaient confiance pour un sujet qui est extrêmement difficile, qui est l'argent, à un coût qui n'existe pas. Sur Lydia, notre coût moyen d'acquisition de clients, c'est moins d'€1.
dans le domaine de l'industrie financière, j'ai jamais vu personne n'a ces coûts d'acquisition. Et donc, le pari qu'on faisait tous ensemble, nous et nos actionnaires, ceux qui investissent dans l'entreprise, c'est un jour, on en fera quelque chose. Ben oui, c'est un peu comme de la R&D, en fait. Ouais. T'as ton vivier que Mais tu surtout, constitues. ce qui les rassurait, c'est qu'on ne dépensait pas l'argent comme des malades. Donc, il faut comprendre, on a levé 235 millions en tout, dont 215 millions entre 2020 et 2021. Donc, avant, on a fait tout ça avec, entre guillemets, non, un peu plus quand même, mais 20 millions. 24 millions précisément. Donc, cette manière de gérer, ça a beaucoup rassuré les investisseurs. de toujours faire le cash. Donc, quand je dis combien je vais faire au début de l'année, à la fin de l'année, le cash, on a toujours fait mieux que le cash qui était prévu. Même si on n'avait pas un business model, c'était tenu. Donc, c'était tenu et on a créé des clients sur un sujet sensible à une vitesse que personne ne faisait et pour un coût qui n'existait pas. Et donc, en 2019, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. En fait, et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas. On avait deux choix. On avait le choix de faire la même chose dans d'autres endroits, dans d'autres pays. Et évidemment, de rendre payant une partie des services, de mettre de la pub, pourquoi pas, comme d'autres l'ont fait, par exemple des Spotify ou quoi. Ou on avait le choix d'aller plus loin dans la relation qu'on avait avec nos clients. Et nous, on a la chance de parler tous les jours avec nos clients. Okay, encore aujourd'hui, l'année dernière, en 2024, et on va en faire plus en 2025, on a fait 700 événements physiques sur des campus étudiants où on a rencontré 1 à 1 50 000 personnes. C'est beaucoup de gens. C'est vraiment beaucoup. Et donc, avec eux, et aussi, on a la chance d'avoir des personnes de cette classe d'âge, de la génération Z, à la maison. Et donc, en discutant aussi avec mes enfants, la volonté, c'est évidemment de faire quelque chose qui a du sens pour eux. Ok, nous, on est foutus. C'est comme ça, on est trop vieux, on a été déjà brainwashé trop de fois, trop longtemps, on est victime d'un syndrome de Stockholm avec notre banque, c'est comme ça, on va pas changer, ou en tout cas, pas assez vite, pas assez nombreux, quoi, ça, c'est clairement pas. Mais par contre, pour ces plus jeunes-là, on leur doit quelque chose de mieux que ce qu'on a nous. C'est vraiment un devoir. Et ça commence par la rémunération du compte courant, on va en parler, qui est vraiment une aberration. Et donc, quand on parle avec eux, on se rend compte de deux choses qui sont très embêtantes. Un, le manque d'éducation financière. En France, en Europe en général, mais en France, on est dans les plus mauvais de l'Union européenne. On a une éducation financière qui est désastreuse. Qu'est-ce que tu entends par éducation financière ? Je sais pas, par exemple, est-ce que quelqu'un t'a déjà appris à gérer ton budget personnel ? Non. Voilà, ça commence là. Donc, en revanche, je suis sûr que tu as fait en cours des dérivées secondes. Ouais, voilà. C'est pas mauvaise. Ouais, j'imagine. C'est comme ça qu'on se termine dans l'affaire de la finance. Hein. Dérivées secondes, quoi. Voilà. Mais par contre, budget personnel. Donc, il y a des gens qui font des très hautes études financières, n'est-ce pas ? Et qui apprennent à gérer le budget de compagnies internationales, mais qui à qui on n'a jamais appris. Il y en a même qui sont ministres du budget et qui ont des phobies administratives. Tu feras gaffe. On en connaît qui ont même perdu leur poste à cause de ces phobies. C'est moche. Mais la réalité, c'est ça. J'étais hier pour faire une conférence sur ces sujets-là dans une école de commerce. Et un étudiant me pose la question, il me dit mais qui sont les fautifs ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu cette éducation de base financière ? J'ai dit, écoute, franchement, il y en a 3. 1, tes parents. Tes parents auraient dû te donner les bases de comment on gère un budget. Pourquoi ? Ils ont galéré eux aussi, donc ils auraient dû te le transmettre. 2, l'école, quelle qu'elle soit, à tous les niveaux. C'est un besoin que tout le monde a que de savoir gérer un budget. 3, les banques. Merci. Le partenaire de confiance pour ton argent. C'est quoi comme sujet que je ne vais pas t'expliquer comment ça marche ? Pourquoi, en fait ? Et donc, on voit bien qu'il y a évidemment des banques aussi prospèrent sur l'ignorance de leurs clients. Hein, c'est entendu. Mais quand on regarde ce qui se passe, c'est désastreux. Les conséquences de ça sont très graves. 22% des Français sont à découvert tous les mois. C'est déjà beaucoup. 35% chez les 18-30 ans. En moyenne, le 16 du mois. Mais qu'est-ce que ça génère comme frais, mais surtout comme anxiété, comme spirale d'incompréhension et de peur vis-à-vis de ces sujets-là ?
quand tous les mois, à partir du 16, tu es à découvert quand tu as 18 ans. C'est un désastre, en fait. Ça va aller mal toute ta vie. C'est hyper intéressant parce que tu parles d'une problématique d'éducation financière qui semblait typiquement française. Non, c'est partout pareil. C'est pas partout pareil, mais nous, on n'est pas dans les meilleurs, loin de là. Mais il y a des pays où on apprend aux jeunes à le faire. Donc, tu vois, la statistique que tu donnes là, en disant là, 18-30 ans, là, c'est combien 35% 35% qui sont à découvert tous les mois. Mais c'est vrai dans les autres pays ou pas? Ou particulièrement en France? Alors, c'est particulièrement vrai en France, mais c'est vrai dans l'Union européenne, c'est globalement vrai. C'est moins vrai, par exemple, dans les pays anglo-saxons, notamment au UK. Et en Allemagne, c'est moins vrai aussi? Ils sont plus sérieux? Non, en Allemagne, c'est pas moins vrai. Aux Pays-Bas, c'est un peu moins vrai. Ah ouais, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ont une culture plus saine avec l'argent. Peut-être une relation plus saine avec l'argent. Il y a moins de tabous. On est moins dans une culture du... Mais donc, tu parles de Lydia, tu as ce vivier qui est absolument extraordinaire, cet or noir. C'est un peu comme les datas dans l'intelligence artificielle. Et donc, on veut faire quelque chose pour elle. Tu lèves des fonds. On dit, on va aller plus loin. On dit, il y a un truc à faire. Voilà. Et donc, c'est là où tu te dis, il y a un besoin aujourd'hui qui n'est pas, en tout cas, auquel on ne répond pas, auprès justement de nous tous, l'organisation des banques. En tout cas, aujourd'hui, les services bancaires et financiers ne répondent pas aux besoins des utilisateurs. Et tu dis, il y a un truc à faire. Là. En tout cas, les gens, notamment les jeunes, qui n'ont pas des revenus élevés, qui n'ont pas des besoins sophistiqués, qui n'ont pas accès à la banque privée, sauf pour quelques-uns, en fait, sont maltraités. Ils sont maltraités. On leur raconte des salades, on leur facture des frais qu'ils ne comprennent pas. Enfin, c'est au point que même l'observatoire de tarifs bancaires, l'autre jour, a poussé un coup de gueule en disant augmenter de 10% par an les frais de tenue de compte, c'est quand même pas sérieux. C'est ce qui s'est passé en 2025 pour la moyenne des banques françaises. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet, et si on demande la plupart des gens, ils ne savent pas combien leur coûte leur banque. C'est rare qu'on soit client d'un service qu'on ne sait pas combien il nous coûte. C'est très rare. Je ne sais pas si ça arrive, toi, chez VVR, que les gens viennent et ils ne savent pas combien ils vont payer leurs bijoux, mais j'imagine que c'est assez rare. Non, on est assez transparent là-dessus. Ouais, voilà, c'est pas une surprise. Ah ouais, non, ça a coûté combien? Bah, ça va. On ne sait pas, peut-être c'était 2, peut-être c'était 400. Je ne sais pas. En tout cas, le coût moyen de la banque, c'est 22,19 € par mois. Et c'est beaucoup. En vrai, alors, ça dépend du niveau de sophistication qu'on a, mais pour beaucoup de gens, ils n'ont pas des besoins sophistiqués et ça leur coûte cher. Ça leur coûte cher parce qu'il y a plein de frais dans tous les sens. C'est pas transparent, il n'y a pas d'aide. Ta banque t'aide pas à gérer ton budget, ta banque t'aide pas à prendre des décisions qui sont assez basiques. Ta banque ne rémunère pas ton compte courant alors que 550 milliards d'euros dorment sur les comptes courants des ménages français, rémunérés à 0, ce qui est pas le cas dans beaucoup de pays autour de nous, ce qui est un scandale, et ce qui, par ailleurs, s'ils étaient rémunérés comme on rémunère nous à 2%, ferait un revenu supplémentaire pour les Français de 11 milliards d'euros par an. En période où on n'arrête pas de discuter de comment on fait pour le pouvoir d'achat, honnêtement, on peut commencer à se poser cette question. Est-ce que oui ou non, on devrait le faire? Et la réponse est oui. Est-ce qu'on devrait aider les jeunes à organiser leur budget pour ne pas être à découvert tous les mois? La réponse est oui. Est-ce qu'on devrait protéger les clients contre les arnaques aux faux conseillers bancaires qui représentent 380 millions par an de préjudice pour les Français? La réponse est oui, 1000 fois. Est-ce que les banques le font? Non, elles te mettent un petit encart en disant attention, les fraudeurs partent pas en vacances. Et par ailleurs, si quelqu'un t'appelle et il te dit ça, et après tu lui réponds ça, et après la belle-sœur de la concierge revient et te dit ça, alors c'est peut-être une fraude. Ouais, mais moi je suis pas commissaire de police ni inspecteur bancaire, donc c'est ton taf, quoi. Et donc toi, tu identifies tous les manquements que tu viens justement d'indiquer, les problématiques tu peux pas organiser justement ton argent sur ton compte bancaire, et ça crée les sujets que donc tu viens d'expliquer, des personnes qui se retrouvent en déficit, dans le rouge, etc. La problématique des comptes courants qui sont pas rémunérés, la problématique également de la fraude, de la sécurité et tout. Et tu dis bon bah très bien, je vais répondre à ce besoin, je vais créer une banque. C'est ça, exactement, un projet de banque, Sumeria, qu'on lance en mai 2024 et dont l'objectif, la mission, c'est d'être le compte primaire de la génération Z. C'est quoi le nom de code? C'était My Mother's Bank. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as utilisé ça? En vrai, c'était plus my Son's Bank que My Mother's Bank. mais My Mother's Bank, ça voulait dire tout pour les équipes. Le problème, c'est que c'est compliqué d'expliquer la philosophie d'un projet bancaire à des gens qui viennent pas de la banque. Et chez nous, des gens qui venaient de la banque, dans la partie produit, on n'avait pas beaucoup, heureusement. Sinon, ils nous auraient fait des produits de banque.
On avait plein sur des sujets de conformité, du risque et compagnie, mais sur les sujets produits, on a essayé d'éviter au maximum. Et donc, ça voulait dire 3 choses. 1, ma mère, qui n'est pas très tech, doit pouvoir s'en servir sans aucune hésitation. Donc, évidemment, une intuitivité maximum de l'expérience. Même si c'est beaucoup plus compliqué qu'un service qui ne fait que permettre de rembourser des potes. Où là, l'interface, on voit bien, c'est une interface directement d'action. Non, dans la banque, il y a de la consultation, il y a beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus compliqué. Ça, c'est 1. 2, ça veut dire que on le fait pour des gens qui nous tiennent à cœur. C'est ma mère, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est n'importe qui, mais c'est parce qu'il y en a qui sont fâchés avec leur mère, donc c'était un exemple, quoi. Mais on le fait sincèrement pour des gens qui comptent énormément pour nous. Et c'est vrai pour tous nos clients. Évidemment, ils comptent pas pour nous autant que nos proches, mais si on le fait bien pour nos proches, alors ça va être super pour tout le monde. Et puis le 3e aspect de My Mother's Bank, c'est que c'était vraiment la banque de ma mère. C'est son compte courant principal, quoi. Et donc, le problème, c'est que ma mère, elle est retraitée, elle est de formation scientifique, elle est médecin, et elle a absolument beaucoup de temps libre. Et elle m'appelle chaque fois qu'on change quelque chose pour me dire « Alors, Cyril, mon fils, je sais que tu n'as pas de temps et je vais pas te prendre du temps, mais je voulais te dire, j'ai vu que vous aviez changé ce truc-là, et avant, je comprenais mieux. » Et donc, une des missions des gens produits chez nous, c'était d'éviter que ma mère m'appelle à chaque release. Et comme on a un cycle de mise à jour de l'application qui est extrême, puisqu'on sort une version toutes les semaines, il faut savoir qu'en moyenne, dans les banques, c'est une fois tous les 6 mois. Nous, toutes les semaines, on amène des améliorations à l'application. Alors, je ne pouvais pas avoir une discussion de 45 minutes avec ma mère qui sait très bien que je n'ai pas de temps et donc, il fallait qu'à chaque fois, on s'améliore. C'est le baromètre, en fait. Parfois, on a raté, on n'a pas réussi à toutes les semaines. Mais elle m'a appelé plusieurs fois. Mais alors, comment est-ce que vous vous rémunérez alors, parce que, en fait, si tu rémunères... En plus, j'ai vu, c'est 4% les 3 premiers mois et ensuite 2%, c'est ça ? Et donc, comment est-ce que vous vous rémunérez ? Parce que tu places quand même l'argent, mais sur un taux marché monétaire, à un taux qui est plus élevé que 2%, alors ? Alors... Oui. C'est mon côté financier. Hein. Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que maintenant, entre-temps, Lydia est devenue une activité rentable. Ah, alors comment ? C'est quoi le business model ? Donc, en faisant principalement des revenus sur la base des cagnottes. Ah oui. Et aussi, donc ça nous a amené... Parce que vous êtes premier dans les cagnottes. On a à peu près 50% du marché en France sur les cagnottes. C'est énorme. Et tu prends un pourcentage de combien ? Ça dépend du montant. Non, c'est 4%, c'est facile, tu peux pas te tromper. Et pendant longtemps, on a pris moins, ou voire 0. Mais à la fin, voilà, c'est des actions de prise de part de marché. C'est pas une philanthropie non plus, Lydia, sachant que les autres acteurs du marché prennent 6%, c'est pas non plus choquant. Et qu'on a aussi une option à 0%, où tu peux acheter une carte cadeau Amazon, et là, tu as 100% du truc. Parce que, évidemment, c'est Amazon qui nous donne un petit peu d'argent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque depuis 2025... Depuis 2025 ? Ah non, c'est tout neuf, on a mis 12 ans pour... Super intéressant. Voilà, et aussi, on a lancé il y a quelques semaines, 1 mois et demi maintenant, quelque chose qui est en train de prendre vraiment très bien et qui est en train de contribuer à du revenu sur Lydia de manière assez significative. Lydia, c'est vraiment, on se rembourse avec un 0,6, donc entre personnes qui se connaissent. Généralement, on n'a pas le 0,6 des personnes qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas ? Ça dépend, chacun son délire, mais normalement, non. Et c'est vraiment ça, faire un Lydia. Mais il y a aussi tout un tas de situations où on ne connaît pas la personne à qui on veut donner de l'argent, au-delà des situations avec des marchands. Donc, par exemple, tu fais un vide-grenier, tu vas peut-être pas donner ton 0,6 à tout le quartier. Tu joues de la guitare dans la rue, tu vas pas donner ton 0,6 à tous les gens qui passent dans la rue, et ainsi de suite. Et donc, il y a tout un tas de situations dans lesquelles cette histoire de paiement avec un 0,6, ça marchait moyennement. Et donc, depuis 1 mois et demi maintenant, on a rajouté dans Lydia un système pour payer entre personnes qui ne se connaissent pas, ou en tout cas qui ne veulent pas échanger de données personnelles. Et donc, ça s'appelle Ma Page Lydia. Donc, ça se matérialise soit sous la forme d'une URL, que je peux mettre, par exemple, sur un site internet, sur des petites annonces, sur des choses comme ça, soit par un QR code que je peux montrer sur mon téléphone ou que je peux imprimer et poser dans la rue à côté de mon étui à guitare. Et ça, c'est évidemment
un service qu'on facture à ceux qui encaissent, parce que voilà, c'est un service d'encaissement, comme on pourrait imaginer un service d'encaissement pro, mais pour les particuliers. Et donc voilà les 2 sources de revenus de Lydia qu'on va maintenant étendre géographiquement en 2026 à l'ensemble de l'eurozone. Donc là, ton chiffre d'affaires sur Lydia a explosé alors. Comme il partait de zéro, c'était assez facile de le multiplier avec des pourcentages extraordinaires, extravagants même. Et par Sumeria, contre, Sumeria, on a des revenus assez traditionnels de gens qui font des comptes courants. On a des revenus liés effectivement au dépôt des clients, sachant qu'on ne rémunère pas tout le monde. Nous, notre business, c'est d'être le compte primaire. Notre objectif, c'est le compte primaire. Donc, ceux qui veulent nous utiliser comme un compte secondaire de passage, faire une transaction de temps en temps, on ne les rémunère pas. On rémunère que ceux qui font à minima 10 transactions avec notre carte par mois. Donc, il y a une partie qu'on ne rémunère pas, il y a une partie qu'on rémunère. Sur la partie qu'on rémunère, on ne gagne pas plus que ce qu'on donne. Donc, on ne fait pas de marge dessus. Et c'est pas plafonné ? Et c'est plafonné par niveau d'abonnement. Donc, si tu as le compte gratuit, tu as une rémunération jusqu'à un certain montant, quelques milliers d'euros, un peu plus si tu as le compte standard, et si tu as le compte, la carte noire, là c'est jusqu'à 100 000. Mais bon, c'est intéressant. C'est un bon deal parce que la réalité, c'est que ce que tu peux avoir dans ta banque, c'est zéro. Et puis même si tu mets sur ton livret A, c'est combien le livret A aujourd'hui, je ne sais même plus, et c'est plafonné à combien ? C'est 1,7, mais en vrai, c'est plafonné à... C'est même pas le sujet, parce que on peut s'intéresser... Pas en plus. Non, tu peux faire... C'est pas ton compte courant, mais surtout, c'est pas ça. En fait, on peut pas comparer, parce que oui, il y a des placements qui rapportent plus que 2%. Mais tout le monde a un compte courant. Et par ailleurs, il y a 550 milliards sur les comptes courants. Donc oui, il y a peut-être des milliers de milliards ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces 550 milliards d'euros ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce que les Français n'ont pas, de la part de leur banque, le partage des revenus que la banque génère avec 100% de leurs fonds ? Et pourquoi, là ? Il faut demander ça au banquier. J'imagine c'est pour garder la marge. Ouais. Je vois pas d'autres explications. Alors, bien sûr, il y a plein d'explications officielles parce qu'à l'époque, il y avait... Tu peux pas avoir une pression des pouvoirs publics parce qu'en ce moment, on fait que de parler de pouvoir d'achat. Il y a une problématique dans les caisses de l'État, le budget, on va augmenter les impôts, etc. C'est quand même un vrai sujet, quand même. Je suis pas dans le business de la politique. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu du mal à faire émerger ce sujet-là dans le monde des médias pendant 1 an. Et que là, maintenant, depuis quelques semaines, c'est un sujet qui est en train d'émerger. Il y a eu un gros sujet dans le 1945 de M6, il y a eu un gros papier dans les Échos. Enfin, c'est un truc qui est en train de monter, parce que de plus en plus de gens qui pensaient que c'était impossible commencent à se rendre compte que non seulement c'est possible, mais qu'en plus, c'est quand même bien, quoi. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, Sumeria, c'est pas une banque traditionnelle puisque vous n'avez pas l'agrément d'établissement de crédit. C'est pour ça qu'on ne fait pas de crédit. C'est pour ça que vous ne faites pas de crédit. Mais justement, est-ce qu'à terme, c'est quelque chose que tu souhaites obtenir ? Absolument, on est en cours. On a demandé l'obtention d'un agrément d'établissement de crédit parce que dans le crédit, c'est pas mieux que dans les comptes courants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, notamment dans à qui on le donne, dans quelles conditions on le donne, sous quelle forme on le donne, parce qu'on sait bien que le crédit, c'est quelque chose qui est utile, mais ça dépend quand et à qui et pourquoi, parce que ça peut facilement basculer du côté obscur, ça peut facilement devenir néfaste, et donc accompagner cette génération Z dans son évolution et dans sa sophistication en termes de besoins, ça va nécessiter évidemment d'apporter des solutions de crédit. Pas n'importe quelle solution de crédit, pas n'importe quand, pas n'importe qui, pas enfermer les gens dans cette spirale de la dette qui va jusqu'au surendettement. Donc là, tu vas complètement changer de statut aussi, parce que même au niveau réglementaire, il va falloir que tu te dotes en fonds propres dès que tu octroies des emprunts, etc. Oui, c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir pas mal de fonds propres. Et là, pour le coup, parce qu'au niveau des néobanques, vous seriez les seuls en fait à proposer vraiment des emprunts, ou pas ? Non, il y a des gens qui font ça, notamment toute la catégorie qu'on appelle les banques en ligne, notamment, qui sont des filiales des établissements. Mais c'est des filiales des établissements de crédit. Ce sont des établissements de crédit ou des marques des établissements de crédit de réseau qu'on connaît. Et donc, ils proposent des crédits. Il y a pas de... Mais c'est pas parce que d'autres le proposent qu'on peut pas le faire mieux. Hein. C'est le principe de base. Aujourd'hui, vous êtes 250. Oui. Quelle est la culture interne en fait aujourd'hui ? Comment est-ce que tu fais pour... j'imagine qu'il y a eu énormément de recrutement.
Est-ce que la culture d'entreprise, elle est toujours hyper forte, avec cet esprit toujours très agile, quand même frugal, où on fait attention? Est-ce que vous avez quand même cet esprit un peu start-up parce que vous êtes toujours dans l'innovation, à penser utilisateur? Comment est-ce que... Oui, absolument. On est toujours dans cette frugalité. Frugalité et radinerie sont des choses qui sont très différentes, hein. On n'est pas radin, on est dans la frugalité, donc on essaye de faire pour chaque euro le mieux possible en termes de qu'est-ce qu'on délivre comme valeur à nos clients. Et on peut choisir d'acheter des chaises super luxueuses, ou on peut choisir de recruter quelqu'un, ou on peut choisir de... Donc, c'est toujours les mêmes euros. Donc, il y a des gens qui raisonnent en budget. Donc, j'ai un budget pour ça, j'ai un budget pour ça, et puis chacun va dépenser son budget jusqu'à la fin de l'année. Nous, on raisonne en coût d'opportunité. Et donc, pour chaque euro, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pub, on achète des chaises, on embauche quelqu'un, on donne un avantage à nos clients, et c'est comme ça pour chaque euro. Et donc, ça nécessite à la fois une grande agilité, parce que tout est remis en cause en permanence, mais ça nécessite aussi une grande discipline et une grande humilité des gens qui travaillent dans les équipes, puisque ils sont en permanence dans cette situation où voilà, c'est pas ma baronnie où je fais ce que je veux, je dépense mon argent, j'ai mon équipe. Non, on est au service de nos clients. On doit se battre pour s'assurer que ce qu'on va faire, c'est ce qui va délivrer le plus de valeur aux clients, et c'est eux les juges. Et on a la chance d'avoir des millions de gens qui nous jugent tous les jours, et donc quand ça va pas, on le sait assez vite. Quand on n'a pas fait bien, on le sait assez vite, et quand c'est bien, on le sait assez vite aussi. Aujourd'hui, tu es très sur le B2C. Est-ce que dans tes perspectives, dans tes ambitions, tu souhaites aller sur le B2B et accompagner, pourquoi pas d'ailleurs, les startups, les jeunes pousses, ou pas forcément? Alors aujourd'hui, c'est pas dans nos plans de développement. La tâche est suffisamment vaste et ardue avec les B2C, avec le B2C, pour que on n'ait pas aujourd'hui de plan sur le B2B. Est-ce qu'un jour ça pourra arriver? Un jour, tout pourrait arriver. Tu as levé beaucoup de fonds, on en a parlé. Tu as différents types d'actionnaires maintenant au capital. On peut faire un petit coucou quand même à Pauline. Ah oui, Pauline. Hein, on doit faire un petit coucou à Pauline quand même. Nous C'est la avons moindre des choses. une actionnaire formidable en commun qui s'appelle Pauline Duval. Exceptionnel. Exceptionnelle, que j'ai eu la chance de recevoir également d'ailleurs dans les Voix de l'Audace. Et une entrepreneure. Je vous invite aussi à l'écouter. Entrepreneur, dirigeante, première femme business angel, absolument extraordinaire. Et une humilité aussi... Magnifique. Magnifique. Donc voilà, on t'embrasse, Pauline, si tu nous entends. On t'embrasse. Donc voilà. Donc ouais, je disais que tu avais quand même différents types d'actionnaires au niveau du capital. Donc en termes de gouvernance, ça a un impact aussi. Mm-hmm. Comment est-ce que ça se passe, ça, quand tu as des nouveaux actionnaires comme ça, étrangers, qui viennent au capital? Est-ce que voilà, ça a clairement un impact sur la culture d'entreprise? Alors, les actionnaires, c'est comme les associés, hein, de fondateurs, cofondateurs, il faut bien les choisir. Ouais. D'abord, il faut se mettre dans les conditions de pouvoir les choisir. Ce qui est déjà pas évident. Nous, on a eu la chance quasiment systématiquement de pouvoir les choisir. Et donc, on a essayé de trouver des gens, au-delà des simples marques des fonds d'investissement, qui avaient non seulement quelque chose à apporter à la réflexion qu'on menait et à notre mission de développer des services financiers modernes, mobiles, innovants, mais aussi qui pouvaient être entre eux une bonne team. Et donc, c'est important d'avoir aussi des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude d'investir ensemble dans des entreprises du même secteur. Évidemment, pour Tencent, c'est un peu particulier, parce qu'en plus, ils opèrent le plus grand service mondial de services financiers mobiles, et donc ils ont aussi des expertises sur la partie métier, mais c'est pas la partie métier qui investit chez nous, pas du tout. C'est une équipe qui s'appelle Tencent Investment, qui est complètement décorrélée de la partie métier, mais on a accès à la partie métier. Quand on leur demande quelque chose, ils nous mettent en relation avec ces équipes-là, que ce soit pour des sujets d'infrastructure, que pour des sujets de performance, des sujets d'organisation de base de... Enfin, tout un tas de sujets qui peuvent être très intéressants. Et donc, chacun doit apporter quelque chose, au-delà de l'argent. Ça, c'est la configuration idéale. Si on peut avoir des actionnaires qui apportent plus que de l'argent, c'est magique. Et si on a des actionnaires qui sont d'accord sur une vision long terme, et c'est notre chance, tous ceux qui sont rentrés dans notre capital ont dit OK pour la vision long terme et un engagement
qui est 10 ans plus. Ce qui est rare aussi dans les fonds d'investissement. Souvent, les fonds d'investissement, ils ont un horizon 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, quand on a la chance de pouvoir trouver des gens qui sont à la fois OK sur la vision, mais aussi sur on va rester ensemble pendant longtemps, eh ben, ça donne beaucoup de force, beaucoup de stabilité, mais ça donne aussi beaucoup de responsabilité. Ils nous ont permis de faire des choses extraordinaires. On leur doit beaucoup, mais on leur doit aussi, ça nous oblige vis-à-vis d'eux à de la transparence, commencer les boards par voilà ce qui va pas, plutôt que voilà ce qui va, on s'est régalé, c'était super, merci. Donc non, on est évidemment dans une relation qui est une relation de partenariat, d'associés, sincère et pour longtemps, et on espère que dans le futur, si un jour on va dans un futur où on est une entreprise cotée en bourse, certains de ces actionnaires qui ont cette capacité-là resteront encore avec nous. Super. Parce que c'est vrai que souvent on dit les deux sujets, d'ailleurs, typiquement j'en avais parlé avec Pauline Duval, qui a investi dans énormément de startups, qui disait les deux sujets que tu retrouves tout le temps, c'est le sujet cash, d'où l'importance, comme tu dis, d'être frugal, de faire hyper attention, de bien arbitrer. Et de ne pas raconter de salade. Et pas de raconter de salade. Et le sujet de la gouvernance, qui est un vrai sujet pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors Cyril, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelle a été la plus grosse connerie que tu as faite ? Waouh. Il y en a toujours. Mais il faut apprendre de ces conneries. Il y en a tellement, tu veux dire. C'est pas tout. C'est rien de dire qu'il y en a Celle toujours. où tu t'es vraiment dit, je sais pas, t'as eu vraiment... c'était chaud, quoi. Tu t'es dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Et puis finalement, tu t'en es sorti. Genre, t'as pas bien dormi, il y a eu des petites tensions. Non, je crois que la plus grosse connerie qu'on a faite, c'était de pas réaliser que le business dans lequel on se lançait, c'était un business double face. Et on était persuadés qu'on allait aller voir les taxis, ça allait tomber du ciel, ils allaient se battre. Après, on allait voir les médecins, ça allait être une tuerie. Et on a enchaîné comme ça les désenchantements les uns derrière les autres, sans même se rendre compte que le problème, c'était pas eux, c'était nous. Et donc ça a failli tuer la boîte. Au mois d'octobre, franchement... on était un peu à bout d'inspiration et on était à deux doigts de dire bon, ok, l'argent des potes, c'était cool, qu'ils nous ont confié 600 000 euros, mais là aussi, ça oblige encore plus que l'argent des VC. Et on était à deux doigts de leur dire ok, vous savez quoi, reprenez-les, on arrête. Donc, on a vraiment frôlé la catastrophe. Après, on a fait des erreurs d'organisation, on en a fait plein et on a changé d'organisation 1000 fois. On a fait des erreurs de ne pas avoir de RH pendant longtemps et donc du coup on demandait à des managers dont le profil était principalement tech de faire des recrutements et autant dire qu'on en a raté un bon paquet et rajoute une petite douzaine à ça. On a fait des erreurs en termes de communication. Quand on a fait le split des marques entre Lydia et Sumeria, il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre d'utilisateurs parce qu'ils ne comprenaient pas le move qu'on faisait, le pourquoi, le comment, la transformation de l'app. Ça, je veux bien qu'on en parle justement parce que tu as eu un gros sujet de conduite du changement. Et en effet, quand tu as créé Sumeria et tout, il y avait les clients de Lydia et puis ensuite tu as créé Sumeria et il y a eu une espèce d'une problématique de communication avec les gens de Lydia qui trouvaient que c'était moins simple parce qu'il y avait Sumeria qui était proposé. Ouais, c'est un peu plus, de pas être clair pour que tu sois hyper clair. C'est un peu plus compliqué que ça, pour être honnête. En fait, on avait cette application où on avait déjà commencé à injecter des produits de type bancaire, donc des cartes, des IBAN à l'intérieur, depuis quelques années pour tester, pour apprendre jusqu'à qu'on ait cette maturité pour dire ok, maintenant on y va, séparément. Mais on avait quand même 1 500 000 utilisateurs de ces services-là, c'est pas tout à fait neutre. Et donc, on savait bien que ceux-là, on pouvait pas les toucher parce qu'on pouvait pas leur faire une rupture de service. Une rupture de service pour quelqu'un dont tu es le seul compte, tu comprends bien que tu vas aller en prison, quoi. C'est la Banque de France, ils vont venir, la CPR, ils vont venir, ils vont éteindre la lumière, ils vont dire bon, c'était bien sympa, merci, au revoir. Encore moins à 1,5 million. Si tu as 8 clients, on peut discuter, mais pas 1,5 million. Et donc, l'application qui faisait déjà tout pour ces gens-là devait être transformée en l'application qui faisait tout demain. Et donc, il fallait qu'on transforme l'application Lydia en l'application Sumeria. Il n'y avait pas le choix. On n'allait pas recréer une application Sumeria sur le côté, leur dire de migrer et tout. Il y en avait qui ça n'allait pas marcher, ça allait être un désastre. Si c'est ton seul compte, tu as des prélèvements, si tu as ton loyer, tes impôts, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on allait faire, c'était certain, c'était ça. On allait transformer l'application Lydia en l'application Sumeria parce que c'est l'application qui faisait tout en l'application qui faisait tout. Bon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que donc ça, c'était au mois de mai qu'on a lancé Sumeria. Au mois d'avril, on a renommé Lydia en Lydia Compte.
Et on a créé sur le côté Lydia, qui était le nouveau Lydia, mais qui ressemblait beaucoup au Lydia d'il y a très longtemps, de 2018, avant qu'on intègre les sujets bancaires. Donc, vraiment pour se rembourser entre amis. Et on a fait de la communication interne, on a envoyé des mails, on a mis des messages dans l'app, pour dire, si vous voulez que faire des Lydia remboursés entre potes, Lydia est revenue, allez télécharger là. On a fait un lancement de Sumeria un mois plus tard avec beaucoup de presse. On a eu 200 articles de presse, qui est assez rare pour un sujet comme ça. Bonne couverture. Force est de constater que cette information n'est pas arrivée ou elle n'est pas arrivée clairement jusqu'à un bon paquet d'utilisateurs, sachant qu'un bon paquet, ça peut être un petit pourcentage quand tu as 8 millions de clients ou 5 millions de clients ou 6 millions de clients. Hein. Il suffit qu'il y ait 5% qui ne s'est pas arrivé et ça fait tout de suite, tu vois, 400 000 personnes qui sont en train de crier, quoi. Bien sûr. Même si tout le monde ne crie pas, même si c'est que 10% de ceux-là qui crient, ça fait 40 000 personnes qui crient. Crois-moi, 40 000 personnes qui crient sur les réseaux sociaux, tu les entends bien. Ouais, c'est compliqué. Sur les App Store et compagnie, ça fait beaucoup de monde. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on a vraiment mal fait, c'est qu'on a voulu jouer sur le lancement de Sumeria pour que ce soit théâtral. OK. Et c'était idiot. Point. OK. On aurait dû faire 6 mois de transition à répéter les messages 50 000 fois, des gens qui ne faisaient rien d'autre que des Lydia sur l'application. On leur aurait dit, OK, maintenant il faut partir, maintenant il faut partir, maintenant il faut partir, maintenant il faut partir, maintenant il faut partir. Va sur Lydia, va sur Lydia, va sur Lydia, va sur Lydia. Et oui, on aurait évidemment dévoilé notre stratégie, on aurait un peu égratigné le lancement. Il n'y aurait pas eu la surprise, mais on aurait accompagné ce changement de manière plus efficace. Voilà, quoi. Force est de constater qu'entre-temps, voilà, tout ça est passé, puisque l'étonnement, heureusement, ne dure pas toute la vie, puisque les gens qui s'étonnent 3 ans après de « Ah bon, vous avez changé, je n'étais pas au courant », bon là, ça devient un peu ridicule, ou alors, en tout cas, tu peux plus crier avec les loups parce que tu es le seul loup. Et donc, voilà, ça a duré 6 mois, ça a duré 9 mois, où on était vraiment en fait, ça a abîmé le lancement de Sumeria. Ça n'a pas abîmé le business et le volume de transactions sur Lydia, mais on aurait pu démarrer mieux que ça. On aurait dû démarrer mieux que ça. Il y avait tout pour démarrer mieux que ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les commentaires, sur les stores, sur les réseaux et tout. C'est vraiment, les gens adorent et les commentaires sont fous sur Sumeria. Vraiment des trucs, des gens qui écrivent des pavés en disant « Mais ça m'a sorti vraiment de la dette et maintenant je sais gérer mon budget, c'est extraordinaire, meilleure banque du monde. » Et à l'appel, vous pouvez aller voir sur les App Store. Non, mais c'est vraiment, c'est extrêmement gratifiant. Mais on aurait dû avoir ça depuis le premier jour. Si on avait été un petit peu moins... En fait, on n'avait jamais fait de marketing avec Lydia. Et là, on s'est dit, allez, donc conférence de presse au Crayon, Salon des Aigles, enfin, on s'est régalé. Mais c'était une connerie, quoi, c'était pas nous. En tout cas, merci pour ton retour sur expérience. Merci beaucoup. Alors, j'ai envie de dire dernière question avant de passer au fameux dictionnaire de l'audace. Attention. Quel rôle, pour toi, va jouer l'intelligence artificielle dans ta relation, la relation client, banque est-ce que tu commences déjà à intégrer ça justement au niveau de Sumeria ? Oui, au niveau de Lydia, au niveau de Sumeria. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, spécifiquement de l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, toutes les services bancaires en utilisent depuis longtemps, notamment tout ce qui est machine learning, reconnaissance visuelle. C'est des sujets qu'on fait depuis le premier jour, puisque quand tu regardes les pièces d'identité à distance, par exemple, tu utilises de l'OCR, tu utilises de la reconnaissance visuelle, computer vision, tout ça, c'est de l'IA pour le scoring de risque, le scoring de fraude, le scoring de crédit, tout ça, c'est aussi du machine learning. Enfin, on utilise ces technologies d'IA depuis le premier jour, il n'y a même pas de choix. Maintenant, l'IA générative, c'est quelque chose qu'on a intégré depuis, je sais pas, 2 ans et demi, d'abord dans nos processus internes, et puis petit à petit, et de plus en plus, customer facing, donc d'abord avec un bot à qui on peut parler, qui répond à des questions, mais c'est entendu que le futur de l'interface est conversationnel et principalement oral. Pourquoi ? D'abord parce que c'est plus inclusif, tout le monde y a accès. 2, c'est plus naturel. Et donc, ce qui est plus naturel s'adopte plus vite. Et donc, il est impensable d'imaginer
demain des interfaces de services, quels qu'ils soient, où on continue à essayer de comprendre comment a été fait le menu et à taper avec ses doigts, quoi. Ce truc-là n'existe plus, c'est déjà fini. En fait, pourquoi ? Parce que ça nécessite de comprendre la logique d'organisation de l'architecture du service de manière visuelle. Pas tout le monde a la même logique. Mais par contre, poser une question pour dire... Prenons un exemple assez d'actualité, puisque tout le monde a vu cette nouveauté depuis le 9 octobre, la vérification du bénéficiaire quand je fais un virement. Oui. Les virements sont rejetés, c'est un désastre, parce qu'évidemment, le nom de la société de l'assurance, c'est pas le nom de l'assurance. Bon, bref, qu'importe, mais c'est pas grave, c'est intéressant, ça permet de lutter contre la fraude de manière bien plus efficace. On est pour. Bon, ajouter un bénéficiaire aujourd'hui dans ton interface bancaire ou chez nous, c'est un peu plus simple, mais bon, tu vois bien qu'il y a une logique, quoi. Il faut que tu comprennes où est-ce que des gens qui ont conçu ce truc-là ont été mettre cette fonction de ajouter un bénéficiaire. Ok. Mais en vrai, pourquoi ton cerveau devrait être utilisé pour savoir comment des gens ont conçu la fonction ajouter un bénéficiaire et les 1500 autres fonctions que tu attends de ton application bancaire. Et donc, c'est évident que si tu peux dire, bon, ajoute-moi comme bénéficiaire Camille Weber FR 76 truc, bon bah c'est accessible à tous et du coup c'est intuitif, c'est naturel, c'est ce que en fait, si tu avais un assistant en permanence qui te suit, le rêve de tout le monde, de quelqu'un qui enfin fait tout pour toi et t'as pas besoin de te prendre la tête pour toutes ces tâches pénibles, et notamment la banque, on sait que c'est pas non plus la panacée, la joie absolue quand on a affaire à des choses sur son application bancaire ou même interagir avec sa banque. Alors bah, c'est parfait si je peux le faire de cette manière simple, intuitive, instantanée, à 3h du matin sur mon canapé, plutôt que de prendre rendez-vous avec mon conseiller qui est vif fait un conseiller et qui, par ailleurs, n'est pas disponible avant 8 jours, mais là, tout de suite, c'est samedi, et donc il ne travaille pas, mais si je peux téléphoner à quelqu'un sur une plateforme qui va peut-être me répondre ou pas au bout du 72e rebond, et à la fin, bonne nouvelle, je peux aussi envoyer un message auquel il sera en moyenne répondu dans les 72 heures ouvrées. Tu feras gaffe, ça fait 2 semaines. Bon. Voilà. Ouais, donc c'est on voit toujours qu'on a besoin d'une nouvelle, une nouvelle interface, quoi. le besoin utilisateur qui est toujours au centre de tes préoccupations. Voilà. En fait, la bonne banque, c'est comme le bon système de paiement, c'est celui qu'on voit pas, quoi. Hein. Ouais. C'est ça notre métier, utiliser ce qui se fait de mieux en tech pour faire disparaître la partie tech et pour rendre la chose la plus naturelle et la moins... la plus intuitive. Ouais, c'est ça. La moins complexe, la moins excluante aussi. Do My Mother's Bank. Par exemple. Ouais. On va terminer. L'IA générative est un composant fort du projet My Mother's Bank, bien sûr. On va terminer par le dictionnaire de l'audace, Cyril. Attention. Un dictionnaire amoureux ? Attention. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi l'audace, en un mot ? Qu'est-ce que c'est l'audace ? En un mot ? Tu peux en mettre 2 si tu veux. Je sais pas, c'est de l'anticonformisme. Une personnalité audacieuse. Mon épouse. Ah oui, Sandrina. Ouais. Tu peux nous dire 2 mots sur Sandrina ? Non, parce qu'il faudrait au moins 1000 mots pour dire des choses sur Sandrina. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est certainement une des raisons principales de la réussite de cette entreprise depuis 13 ans, au même titre que conjointe d'Antoine, parce qu'on n'aurait jamais eu la possibilité de faire ce qu'on a fait sans avoir une absolue liberté d'esprit et la certitude qu'on allait être soutenu dans cette entreprise, dans tous les sacrifices qu'elle a nécessité et qu'elle continue de nécessiter chaque jour. Et si tu n'as pas cette chance d'avoir cette liberté d'esprit de se dire « Ok, je peux faire ça et ça ne va pas tout foutre en l'air dans ma vie privée », très peu de gens ont cette chance-là. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, le taux de divorce chez les entrepreneurs est hyper élevé. Hein. Comme le taux de boîtes qui explosent à cause des associés qui se disputent. Des associés, exactement. C'est le même sujet. L'audace que tu n'as pas encore eue, mais que tu rêves d'avoir. De créer ou de... Je sais, c'est un peu compliqué mes questions. Complètement folle. En un mot toujours pour bien faire. Ou...
C'est un truc que tu as vraiment envie de lancer, c'est hyper audacieux. Non, j'ai vraiment pas envie de lancer les US, mais... non, mais vraiment pas. Mais il y a... Non, je sais pas pourquoi ça... Et j'y ai vécu, j'y ai étudié, j'ai une forte connexion avec certaines parties de ce territoire-là, mais vraiment, c'est pas mon plan. Mais je crois que c'est vraiment la partie crédit, la partie aller au bout du processus. L'agrément. Pour l'instant, mais c'est pas qu'on n'a pas l'audace de le lancer. Franchement, on a l'audace. Dès qu'on a l'agrément, on va le lancer. Donc, il y a rien où j'ai pas l'audace. Je crois que le seul truc où j'ai vraiment pas l'audace, c'est des choses qui sont très personnelles et absolument inintéressantes, comme aller faire un Ironman, comme je vois plein de gens autour de moi qui disent tiens, je vais faire un Ironman, je vais m'y mettre. Pour l'instant, je fais rien, mais là, je vais faire un Ironman. Moi, je sais pas, j'ai pas cette audace, quoi. En même temps, c'est un peu compliqué, quoi. Non, un Ironman, tu peux pas tout faire. Tu peux pas être un super entrepreneur, un Ironman. Si. Ironman, c'est un truc de malade mental. Tu peux faire un marathon. Il y a des gens qui font ça. Attends, c'est quoi? Je t'assure. C'est marathon. Ensuite, c'est je sais pas combien de kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo, c'est des grands malades. Oui. C'est des malades. Mais il y a des gens qui sont entrepreneurs, brillants, performants. Malades pour faire ça. Bon, voilà. Ou en tout cas, je suis pas assez audacieux. Voilà. Super. Un grand merci, Cyril. C'était super intéressant. Et j'ai proposé à quelques personnes, si elles le souhaitent, de poser une question dans le public. Est-ce qu'il y a une question ou pas? Nous avons une question. Du public. Du public. Merci, du public, cher public adoré. Le partage de cette histoire exceptionnelle. J'ai une question assez simple, c'est concernant le besoin utilisateur. On a vu que c'était un élément central dans l'offre de Lydia, dans le produit de Lydia. Alors, en plus de ta maman qui apparemment fait partie des bêta-testeurs importants de votre produit, comment est-ce que vous utilisez ou quels outils vous utilisez pour récolter le feedback de vos utilisateurs et comment est-ce que vous nourrissez le développement produit de l'expérience client pour justement pas perdre le fil de ce point qui est au centre du développement de Lydia depuis le départ? Alors, étonnamment, c'est très low-tech. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer des gens en vrai, 50 000 par an. Physiquement, on leur parle. Des focus group, quoi, par exemple. Non, des gens sur les campus. D'accord. Des étudiants sur les campus, étudiants. Donc, on fait 700 événements en physique où on rencontre 50 000 personnes. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on est tous utilisateurs de nos produits et toutes nos familles, nos proches sont aussi des utilisateurs et généralement, ils sont des gens assez critiques sur ce qu'on fait. Je vais pas dévoiler ce que disent mes enfants, mais c'est assez, sans filtre. Voilà. Désinhibé, peut-être c'est le bon mot. Ouais. Mais pas que. Leurs potes aussi sont assez désinhibés. Visiblement, tout le monde est assez détendu sur la critique et c'est intéressant. Mais aussi, on a la chance d'avoir parmi nos utilisateurs, nos clients, un groupe de 1200 clients qui ont accepté de jouer le jeu, d'être eux aussi des bêta-testeurs et de nous faire des feedbacks, d'avoir les produits avant, de nous faire des feedbacks. Et donc, on travaille avec eux, avec une équipe qui a comme rôle d'interagir avec eux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence tout au long de l'année. Et comme tout ça ne suffisait pas, et qu'on veut vraiment faire des choses très bizarres pour des gens acteurs du numérique comme nous, on a ouvert un café, le Café Suméria, qui est un coffee shop, rue du Faubourg Saint-Antoine, où on a un excellent café de spécialité et des cookies absolument addictifs qu'on ne fait pas nous et qu'on a évidemment délégué à quelqu'un qui est une professionnelle de ça. Mais par ailleurs, on fait dans ce café des ateliers 4 fois par mois où on invite des gens à venir pour des ateliers notamment sur la gestion de budget, sur l'épargne, qui sont des sujets très importants et où là aussi on recueille des feedbacks, on recueille des témoignages, des problèmes, on essaye de comprendre comment les gens font aujourd'hui, dans quelle situation ils sont, comment on peut les aider. Parfois, quand on dit répondre aux besoins, ça paraît facile, c'est comme s'il y avait un besoin qui était là, et il suffit d'y répondre. Mais très souvent, les besoins qui sont déjà exprimés sont répondus. Ce qui est le plus difficile, mais ce qui est aussi le plus important, ce qui est le plus riche, c'est d'aller répondre aux besoins qui ne sont pas exprimés.
mais qui sont là, qui sont forts. Et on l'a bien vu, quand je te fais un Lydia, c'est précisément ça. Mais c'est vrai avec la rémunération de compte. Personne ne va se plaindre à sa banque en disant « Mais les gars, vous êtes bien mignons, vous gagnez de l'argent avec tout mon argent et vous n'allez pas partager avec moi ?» Je sais pas, qui a déjà été voir sa banque pour dire « Maintenant, tu vas me rémunérer mon compte courant parce que ça va bien ?» Peut-être Bernard Arnault, mais lui, je pense qu'il n'a pas eu besoin de le demander, il en fait tout seul, sagement. Mais voilà, c'est ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des besoins qui sont là, qui sont réels, qui sont profonds. De la même manière, donnez-moi un outil pour m'organiser mon budget, pour pas que je me retrouve à découvert tous les mois. Qui a demandé ça à sa banque, quoi? Pourtant, le besoin est là, il est évidemment fort. Voilà. Une dernière question, s'il y a. Du public adoré. Alors, adoré, je ne sais pas. J'aimerais bien faire un petit pas de côté. Vous êtes très aligné, visiblement, avec cette notion d'économie, de frugalité. Mhm. Pour quelle raison ou pourquoi est-ce que vous pourriez ne pas compter pour une œuvre d'art, pour une pièce de joaillerie, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver et un jour vous vous dites, allez, soyons un peu fous et ne comptons pas? Je vais vous dire une chose horrible. Je compte pour tout parce que j'ai pas le luxe de pouvoir ne pas compter. Et ne pas compter, ça voudrait dire faire un choix. En vrai, même si on a l'impression de ne pas faire de choix, on dit allez, c'est bon, je m'en fiche, mais en vérité, on est en train de faire. Quand on dit c'est bon, je m'en fiche, on a fait un choix. Et donc finalement, les seules choses où je fais ça sans réfléchir, et après je m'en veux, c'est évidemment pour faire plaisir à ma famille, mes enfants, mon épouse, et ça tombe souvent sur les vacances. Qui est Lydia? Attends, il faut... Non, le public adoré doit parler avec un micro, sinon c'est pas enregistré. Ouais, moi j'ai une question débile, mais qui est Lydia? Puisqu'on a bien compris qui est maman, mais qui est Lydia? Alors, Lydia n'est pas maman, et maman n'est pas Lydia, ni grand-maman d'ailleurs. Et Lydia est le nom d'un royaume ancien qui a disparu et qui se trouve sur l'actuelle côte occidentale de la Turquie, d'où près de la Grèce, vers Bodrum. C'est le royaume où au 7e siècle avant Jésus-Christ a été frappée la première pièce de monnaie. C'est un royaume marchand, et dans les royaumes marchands, on avait un problème, c'est que le commerce se faisait avec du troc. Et le troc limite par nature les échanges, puisqu'il faut qu'on se mette d'accord à la fois sur le combien et sur le quoi. Donc on a un problème de contrepartie, comme on dirait dans finance de marché. Et donc, pour régler le problème du quoi, un roi un peu plus malin que les autres s'est dit, je vais frapper une pièce, en l'occurrence quelque chose qui aurait une valeur prédéfinie, et comme ça, on n'aura plus qu'à se mettre d'accord sur le combien. Et donc ça, c'est dans le royaume de Lydia. Et cette première pièce, est frappée dans un alliage naturel d'or et d'argent qui s'appelle l'électrum, qui se trouvait en paillettes en grande quantité dans le fleuve qui traversait la capitale. Ce fleuve, c'est le Pactole. Donc quand vous entendez toucher le Pactole, ça vient de là. Et le dernier roi de ce royaume de Lydia, c'est Crésus. Et donc quand on dit être riche comme Crésus, ça vient aussi de là. Et donc c'est un royaume qui a beaucoup laissé de mots dans le langage lié à l'argent, dans le langage... Pas dispo, du coup vous avez pris Lydia. Crésus n'était pas dispo, ouais, ça appartenait à je sais plus quel FDJ ou un truc comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, quand on a choisi ce nom-là, c'était une manière pour nous de nous inscrire dans ces 2700 ans d'évolution de l'argent, et de dire non, on n'est pas des révolutionnaires, on est juste un maillon dans cette chaîne de la transformation des échanges entre humains. Et on a fait la même chose avec Suméria. Suméria, ça vient de la civilisation sumérienne qui a inventé l'écriture. Cette écriture cunéiforme faite avec des bambous en triangle, taillés en triangle, qui a été inventée, on ne le sait pas, mais le passage de la tradition orale à la tradition écrite dans l'humanité, c'est pour tenir les comptes des marchands. À peu près 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, quand on a voulu faire la banque, dont le métier de base est la tenue de compte, on s'est dit qui a fait ça? Et c'était les Sumériens. On a rajouté le IA à la fois pour des sujets technologiques, mais surtout pour qu'il y ait la similitude avec Lydia. Lydia, c'est le nom du royaume tel quel. Super, merci beaucoup Cyril. Merci Camille.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le diffuser et à en parler autour de vous. Et mettez-moi également une note, ça m'aide toujours beaucoup. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les envoyer auprès de mon équipe sur le mail contact@vvert.com. Vous êtes également les bienvenus à ce podcast puisqu'il se veut inclusif. Donc tous les mois, 7 personnes peuvent venir assister au podcast. Il suffit d'aller sur vvert.com. Donc je vous dis un grand merci et on se retrouve très bientôt pour plus d'audace.